Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle et sur cette nouvelle vidéo consacrée à une histoire qui nous taraude souvent concernant un style musical, à savoir, mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors, je vous renvoie aux deux premières vidéos que j'avais consacrées à cette question, l'une concernant le krautrock, c'est quoi? Le post-rock, c'est quoi? Et puis, si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout de ces deux vidéos, eh ben, je vous invite à partager, à vous abonner éventuellement, à liker par exemple. Alors, cette troisième vidéo consacrée à cette question, eh bien, c'est la suivante, le shoegaze ou shoegazing, c'est quoi? Bref, vous comprenez et vous comprendrez que, en vérité, il est très difficile de faire rentrer des groupes dans une case particulière. Je comprends que ce soit plus facile pour tout le monde, et en particulier pour les critiques de rock, et pour voilà, les passionnés de musique, de savoir un petit peu de quoi il retourne, ce groupe, il est classé dans quel genre, dans quel style, voilà, ça m'oriente un petit peu, ça m'aide. Alors, concernant mon shoegaze, mon shoegazing. Il se trouve que j'ai vu quand même pas mal de ces groupes en concert dans les années 90, ça vous permet tout de suite de se situer effectivement dans l'histoire, la grande histoire du rock, où se situe ce mouvement musical, dirons-nous, sachant qu'il connaît un revival, c'est-à-dire il est en train de renaître depuis une dizaine d'années. Bref, le lieu. Principalement donc l'Angleterre, donc des groupes anglais. La période après le mouvement punk, donc beaucoup de ces groupes vont se former dans les années 80, et puis leur apogée sera pour la plupart d'entre eux, pas tous, au tout début des années 90. Voilà pour le cadre. Les influences, pour la plupart des groupes, évidemment d'un groupe à l'autre ça peut changer, eh bien figurez-vous, et oui, si vous êtes curieux de toutes les vidéos que je vous propose, eh bien vous constaterez qu'il y en a beaucoup qui sont consacrées au rock psychédélique ou néo-psychédélique. Eh bien figurez-vous que pour beaucoup de ces groupes, eh bien parmi leurs influences, il y a des groupes psychédéliques, il y a des groupes de la fin des années 60, début des années 70, comme par exemple le Velvet Underground, les Love d'Arthur Lee, parfois les Doors. Et puis plus proche d'eux, et plus proche de nous, par exemple, Suicide, le groupe d'Alan Vega, Joy Division, et puis Siouxsie and the Banshees aussi. Voilà, ça vous situe le cadre. Ça ne vous dit pas ce qu'ils font exactement, vous comprenez que vous êtes dans le rock, plutôt dans un format classique du point de vue des instruments, ou guitare, synthétiseur, hein, nous sommes quand même 80-90, et puis quoi? Shoegaze. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors littéralement, c'est regarder ses chaussures. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les musiciens ils regardent leurs chaussures. Est-ce que c'est une attitude, donc le shoegaze, ou est-ce que c'est vraiment un style musical bien caractérisé, bien cerné? Est-ce que c'est plus l'un que l'autre? Est-ce que c'est les deux? Eh bien allons-y, essayons de découvrir ça ensemble. Alors pourquoi shoegaze? Une attitude, pour avoir vu certains de ces groupes, c'est certain que les musiciens, en concert par exemple, ne regardaient pas forcément le public. Vous avez souvent chevelu, les cheveux devant, effectivement, est très concentré sur le son. Effectivement, c'est une des caractéristiques du shoegaze. Le son est extrêmement important, et les mélodies. Et oui, paradoxalement, vous allez me dire. Pour certains d'entre vous qui connaissent certains de ces groupes, je vais dire, ah oui, je vais y revenir. Et puis aussi parce qu'ils étaient très concentrés, hein, l'histoire du son, avec les guitares, sur les pédales d'effet. Alors en fait, il ne faut pas s'imaginer comme parfois sur certains groupes, avec des dizaines de pédales d'effet pour les guitares, non, pas nécessairement, mais très concentrés sur ce qu'ils font avec, y compris le peu de guitares, de pédales d'effet qu'ils avaient au pied. Au pied, shoegazing, tu regardes ta pédale pour savoir exactement ce que tu es en train de faire, pas seulement appuyer sur le bouton. Donc, une pédale qui est au cœur du son du shoegaze,
s'il faut en passer par là, eh bien c'est la pédale de fuzz. Déjà. Ce qui nous fait aussi le lien familial entre, ou de descendance et d'ascendance avec le rock psychédélique. Bon. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, donc l'Angleterre, quels sont les groupes qui sont à la racine, en quelque sorte, de ce qui a été qualifié comme le shoegaze? Eh bien, il y a deux groupes, selon moi. L'un que je vais évoquer rapidement parce que je n'ai pas de vinyle, que je connais très bien, que j'ai en cassette, et que je n'ai pas en vinyle, c'est Jesus and Mary Chain, bien sûr, incontournable. Et puis, le deuxième groupe, probablement, qui a donné, qui va me permettre aussi de préciser un petit peu les caractéristiques, en tout cas certaines des caractéristiques du shoegaze, c'est les Cocteau Twins. Donc les Cocteau Twins, c'est un groupe qui se forme à la toute fin des années 70 et puis qui va effectivement s'éteindre en 1997, je crois. Alors les Cocteau Twins, effectivement, le son est extrêmement important, et le son du groupe va évoluer au cours du temps, hein, puisque au départ, un groupe de pop rock anglais, donc guitare, synthétiseur, et puis une voix souvent éthérée, et qui va, parmi les descendants, ou en tout cas les émanations du shoegaze, il y a la dream pop, donc effectivement des ambiances oniriques, baignées, calmes, aériennes, avec un chant qui est souvent dreamy, effectivement, qui envoie un petit peu la voix que vous pourriez entendre dans un rêve. Ce n'est pas très clair ce que vous entendez, ce que vous comprenez, mais bon, les Cocteau Twins, c'est exactement cela, avec une mélodie qui est très importante. Alors, allons-y. Au sein des Cocteau Twins, vous avez deux personnages importants, la chanteuse Elizabeth Fraser, le fondateur du groupe Robin Guthrie, et puis vous avez un troisième personnage qui va les rejoindre, qui est Simon Raymonde. Alors, les Cocteau Twins, 1979, premiers enregistrements tout début des années 80, et moi je vais vous présenter, et ça va être le cas assez souvent parce que au début des années 90, j'étais étudiant, pas beaucoup de sous, donc c'était rare que j'achète des vinyles, voilà, parce que c'était cher. Et ça reste cher aujourd'hui, mais c'était déjà très cher, donc j'ai acheté pas mal de EP, c'est-à-dire des maxi 45 tours, et c'était d'autant plus intéressant que pour ces groupes, sur les maxi 45 tours, il y avait des titres qui n'étaient pas sur l'album, sur les albums. Donc, les Cocteau Twins, je commence donc 1983, un EP qui accompagne la sortie de l'album Head on a Hill, et bien c'est Sunburst and Snowblind. Voilà, superbe pochette, c'est souvent le cas aussi. Alors, ça me permet tout de suite. J'ai déjà évoqué le fait qu'il y a des labels qui sont associés à des mouvements musicaux. Pour le shoegaze, disons-nous, il y a le label Creation et le label 480. 4 comme 4, 480. Bref, ici, pour une fois, parce que c'est une des caractéristiques un petit peu du chant de sur beaucoup de groupes, pour beaucoup de groupes de shoegaze, c'est vrai que les paroles sont souvent, non pas inaudibles, mais incompréhensibles. Elles font partie comme ça d'un fond, d'où le rapprochement de la dream pop, c'est-à-dire que la voix est là, mais elle est très éthérée, très aérienne, enfin bref. Ici, les paroles sont, pour le coup, sur ce EP, sont tout à fait compréhensibles, ce qui n'est pas le cas sur les autres albums. Alors là, je vais vous en présenter deux qui, pour moi, sont très importants. C'est Victoria Land, qui sort en 1986 sur le label 480, superbe pochette. Il faut savoir que beaucoup de ces groupes n'auront pas un très très grand succès. Les Cocteau Twins, en dépit de l'influence qu'ils ont eue et qu'ils continuent d'avoir sur énormément de groupes, au départ n'ont pas vraiment de succès, y compris dans les charts anglais. Alors, celui des Cocteau Twins qui remporte peut-être le plus grand succès, c'est Bluebell Knoll. Je vais quand même vous l'enlever pour éviter les reflets. Donc, qui lui sort en 1988.
Superbe pochette, effectivement, toujours sur le label 4AD, si je ne me trompe. Voilà, vous êtes dans l'archétype. Là, l'évolution, le Robin Guthrie, donc le fondateur du groupe, a un peu laissé tomber les guitares. On est plus dans les ambiances au synthé, mais vraiment, encore une fois, une ambiance très très onirique avec les mélodies. Pour la voix, une référence que je peux vous donner, parce que probablement que beaucoup d'entre vous ont vu cette série, c'est la série Twin Peaks, la BO d'Angelo Badalamenti, et la voix de Julie Cruz sur le titre principal. Voilà, cette voix très très éthérée, très haut perché, très aérienne. Voilà, c'est un petit peu, d'ailleurs, hein, la série émerge au beau milieu de la période shoegaze. Alors, un autre groupe qui est cher à mon cœur, qui est très très important, qui n'a pas fait beaucoup d'albums, les Cocteau Twins, hein, c'est quand même 9 albums en une quinzaine d'années. Eux ne vont faire que 4 albums. C'est le groupe de Graham Naismith et Grace Cooper, c'est les Pale Saints, encore, bien sûr, encore un groupe anglais. Hein. Ici, cet album, c'est leur premier album, c'est Comforts of Madness, qui sort en 1990. Les deux premiers sont des pures merveilles. Hein. Le deuxième, In Ribbons, qui sort en 1992. Bon, ici, là, la part des guitares est beaucoup plus importante. Vous êtes beaucoup plus dans l'ambiance, effectivement, où l'influence, voilà, la préoccupation relativement au son des guitares est vraiment présente. C'est une pure merveille, toujours sur le label 4AD. Donc In Ribbons, le deuxième, celui qui aura le plus de succès. Bref, j'ai eu la chance de les voir en concert. C'est une pure merveille. Malheureusement, ils disparaissent assez rapidement en 1980. Je crois que le groupe termine sa carrière en 1996 ou quelque chose comme ça. Voilà. Pale Saints. Autre groupe, encore un groupe anglais, bien sûr, vous avez compris, c'est le départ. C'est le groupe d'Andy Bell et Mark Gardner. Ce sont les Ride. Et les Ride, bien sûr, c'est un groupe d'Oxford. Leur premier album, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-ci qui sort en 1991, c'est Nowhere, bien sûr. Que dire avec ce titre emblématique qui est Seagull, mais bon, on pourrait presque tous les citer, Decay par exemple, Vapor Trail, bref, pure merveille. Là, il n'y a pas de chanteuse, hein, c'est Mark Gardner, je crois, qui assure les voix. C'est lui qui compose la grande majorité des titres. Voilà, ça reste très aérien avec un son de guitare. Parfois, d'aucuns décriront le shoegaze pour certains groupes comme avoir vraiment un volume sonore très important sur scène, en tout cas. C'est vrai que clairement le son doit être assez... Voilà, il doit y avoir une ampleur. Le son doit vous prendre, vous envelopper, et c'est exactement ça pour ces groupes. Et c'est vrai que les guitares jouent un rôle important, et toujours cet effet de la pédale de fuzz sur... voilà. Incontournable. Bref. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de me procurer ce vinyle 33 tours qui est un pirate. Bah oui, à l'époque ça se faisait beaucoup, ça se fait un petit peu moins aujourd'hui, qui réunit 2 concerts, donc chaque face un concert, des extraits d'un concert différent de Ride qui s'appelle Melting Down. Alors c'est vrai que le son, ça arrive malheureusement assez souvent sur les pirates, le son n'est pas toujours extraordinaire, mais par contre, ce qui est intéressant, d'une part, c'est cet album, enfin ce pirate nous donne à entendre en fait des lives de 1991, donc juste après la sortie de Nowhere. 91, la sortie de Nowhere, j'ai commencé à avoir un doute, c'est peut-être 90, donc peu importe. Mais l'intérêt de ce live, c'est qu'il nous donne à entendre en live des titres qui n'apparaîtront que sur des EP, c'est-à-dire des maxi 45 tours produits par le groupe pour accompagner l'album. C'est quelque chose de récurrent, je pense, dans les années 90, et en tout cas pour les groupes de shoegaze, c'est la parution de EP sur lesquels vous avez des titres qui ne sont pas sur les albums. Et bien ici, vous avez en particulier Chelsea Girl, par exemple, Today, qui sont des titres qui n'apparaîtront qu'en studio, sur des maxi 45 tours. Ici, vous avez l'occasion de les entendre en live de 91. Voilà, une petite curiosité. Virage.
Un autre groupe extrêmement important. Cette fois-ci, effectivement, nous allons retrouver cette ambiance un petit peu très connectée avec la... qui donnera peut-être naissance à la Dream Pop. C'est Lush. Lush, donc deux filles. C'est Miki Berenyi, je crois, la compositrice de pas mal des titres et qui assure les chants. Pour les autres, ça m'échappe. Désolé, j'aurais dû réviser un petit peu plus. Bon, enfin bref. Pareil, là, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, je ne sais pas, je n'ai que des à 25 cm, par exemple, qui reprend un titre de leur premier album. Le premier album, c'est Spooky, qui sort en 1992. Si je ne dis pas de bêtises, ou ouais, ça doit être ça, 91, ouais, 91, c'est ça. On va rester sur 91, qui est une année absolument extraordinaire pour certains de ces albums, et surtout dans l'histoire du rock, et du rock anglais. Donc ici, voilà, vous avez 4 titres sur ce 25 cm, et For Love qui était extrait du titre, je le répète, et les 3 autres qui sont totalement inédits. Et parmi ceux-là, il y a une reprise du groupe The Wire, voilà, groupe punk, post-punk, extrêmement important, sur lequel il faudra que je revienne un jour. Bref, superbe. Donc extrait de Spooky, et puis un deuxième, pareil, hein, eux ils vont avoir aussi une approche de club, c'est-à-dire il y a un côté un peu dance, c'est-à-dire que certains de leurs titres ils vont les remixer ou les faire remixer, ça va apparaître sur certains de leurs EP. Justement, ça tombe bien, celui-ci, le EP, c'est Hypocrite, qui est tiré de leur album en 94, leur album Split. Superbe pochette. Là, il n'y a qu'un seul titre qui est tiré de l'album, c'est Hypocrite, justement. Et pour les autres, ce sont des choses inédites, dont un titre qui dure 9 minutes, qui est un remix de leur morceau Undertow. Bref, Lush, extrêmement important dans une ambiance qui est plus du côté dream pop, moins de guitare, plus de synthé, mais tout aussi passionnant. Alors, grand groupe. Sans aucun doute, je n'ai pas à vous proposer les albums en vinyle, parce que je ne les ai pas, je ne les ai qu'en cassette. Et ça arrive, mais ce n'est pas grave, parce qu'il se trouve que ce groupe nous a fait le bonheur de se reformer dans les années 2010 et de sortir des albums qui sont à la hauteur de ceux qu'ils avaient proposés. Quel est donc ce groupe? Le groupe de Rachel Goswell, Neil Armstead par exemple, entre autres, c'est Slow Dive. Alors, Slow Dive, les 2 albums que je vous conseille des années 90, c'est Souflaki, qui sort en 93 je crois, et puis Pygmalion. Voilà, Pygmalion qui sort en 95. Ouais, ça doit être ça. Super. Je crois que dans les années 90, ils sortent 3 albums. Ouais, bon. Et puis, ils nous font le bonheur. Celui-ci, il sort, il me semble, en 2017. Superbe, vous êtes tout à fait... c'est du slow dive, sans aucun doute, bien sûr, avec les sonorités, avec les techniques d'enregistrement des années 2000. Et puis le suivant, que je vous conseille vivement aussi, lui, je sais, c'est 2023. D'égal, encore une fois, d'égale qualité, voire supérieure au précédent. Quel bonheur d'avoir des groupes comme ça qui se reforment et qui sont capables de nous émerveiller. Slow Dive, un grand groupe, encore une fois, anglais, toujours. Alors, le suivant, qui est la quintessence, l'archétype du shoegaze dans la définition, ou dans l'approche, ou dans l'appréciation que vous aurez, que vous n'aurez pas, enfin bon, bref, peu importe, en tout cas, pour moi, si je devais faire rentrer quelques groupes, et ce ne sera pas au chausse-pied, parce qu'il n'y a pas besoin, bien sûr, c'est ce groupe de Kevin Shields. Donc, ceux-là, ce sont des Irlandais, de Dublin. Ils vont faire dans leur carrière, qui commence à la toute fin des années 80, que 3 albums, pour tout et pour tout. Le premier, Isn't Anything, qui paraît en 1989, et puis ce monument. Parce que Kevin Shields, effectivement, c'est un guitariste qui a beaucoup travaillé sur le son de sa guitare, qui a donné effectivement cette fausse image, ou cette image de groupe de shoegaze, noisy, avec ce mur de son. Et puis quand vous traversez
sans faire de mauvais jeux de mots. Le mur de son et non du son en particulier, vous apercevez qu'il y a des mélodies extraordinaires derrière. Et puis cette caractéristique, encore une fois, d'avoir d'une voix ici féminine, qui est enveloppée par ce son et qui, malgré tout, nous donne un côté beaucoup plus léger, totalement onirique à cet univers sonore. C'est My Bloody Valentine, bien sûr, l'album en question qui sort en 1991, qui est une pure merveille, c'est Loveless. Il y a tout un tas de EP qui sont sortis avec des titres inédits, et un des titres emblématiques de My Bloody Valentine, c'est You Made Me Realize, bien sûr, c'est généralement le titre qui terminait leur concert, et à un moment donné dans le morceau, Kevin Shields pose sa guitare, et il enclenche effectivement un son qui va s'amplifier, il laisse sa guitare, il l'a posée contre l'ampli, et vous avez un mur sonore, genre moteur à réaction, quoi. Et puis le fait est que, bien sûr, au bout de 10 minutes, 15 minutes, les gens sortent, quoi, puis ils disent le concert, c'est bon, il nous met dehors, sauf que souvent il revenait pour terminer le morceau You Made Me Realize, qui est un des grands titres. Bon, je vous lasse, je suis en train de vous lasser. Bon, bref. Oui, alors là, chanteur, c'est Belinda Butcher, effectivement. Le troisième musicien, il a un nom irlandais, mais côté celtique, je ne m'aventurerai pas à essayer de le prononcer. Bref, ça n'enlève rien. Eh bien, figurez-vous, donc 1991, et très vite, Kevin Shields va plonger dans une dépression. Il va devenir, à ses propres mots, après ses propres dires, complètement cinglé. Un peu comme Brian Wilson des Beach Boys, et puis Syd Barrett aussi, du Pink Floyd. Il va s'enfermer, il va ne ressortir que des années plus tard, au grand dam des fans, parce que nous attendions l'album suivant, qui était promis. Ils étaient en train d'enregistrer, etc. En 92, il y a un EP qui sort, je crois, puis on se dit, allez, ça va venir, et ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas, sauf que si, ça va finir par venir, parce que Kevin Shields va émerger. En 2003, il compose plusieurs des titres de la BO de Lost Translation de Sofia Coppola. Et puis, ils nous font le bonheur de revenir en 2013. Avec une pochette qui est un petit peu dans l'ambiance de la première, tout simplement intitulée MBV, et voilà, nous pouvions redouter le pire, la grande déception, mais non, c'est un album tout à fait extraordinaire de My Bloody Valentine, qui a eu une influence considérable sur des groupes et des groupes. Je vais y revenir très vite, dans un instant. Alors, ça c'était pour la partie anglaise. Vous allez dire, c'est tout, mais il y en a plein d'autres. Ok, mais encore une fois, c'est la règle. Je n'évoque que ce que j'aime et que ce que j'ai dans la discothèque en vinyle. Voilà. Donc, je passe. Donc, aux États-Unis, effectivement, c'est les Swirlies. Alors, les Swirlies, c'est un groupe de Boston, effectivement, qui se forme en 1990. On est en plein dedans. Et là, ce que je vous propose, j'avais eu la chance de le procurer à l'époque, c'est le mini-LP qui précède la sortie de leur premier album, et qui vous montre l'influence justement de My Bloody Valentine sur ce groupe et de Kevin Shields. C'est vrai que le jeu de guitare de Kevin Shields, il y a des moments où il y a comme un plissement, c'est ça, c'est pas un plissement de l'espace, c'est un plissement du son. Une espèce de ralentissement, vous êtes parti avec la guitare, vous avez compris, hein, c'est une ampleur, une enveloppe, et vous êtes pris dedans, et puis à un moment donné, boum, voilà, il y a une espèce de plissement, de ralentissement, ils sont totalement sidérés. Ils vont reprendre un petit peu ces moments-là. Et puis un autre groupe, je vais m'arrêter là concernant les années 90 pour les groupes qui sont associés, disons, au shoegaze, donc aux États-Unis, un groupe dont j'ai déjà parlé, le groupe de Jonathan Donahue et David Baker, qui est bien sûr Mercury Rev. Et cet album, sorti en 1991, vous avez vu les perles que nous enfilons, en tout cas que le rock enfile en 1991, ce sont de très grands. J'en avais parlé dans le cadre d'une vidéo la troisième vidéo sur le rock néo-psychédélique, la quatrième va venir bientôt d'ailleurs, pour terminer un petit peu terminer, parce que c'est possible. Bref. Bien sûr, le Mercury Rev, c'est Deserter's Song qui sort en 98, qui est une grande influence.
pour beaucoup de groupes. David Baker n'y est plus, lui jouera qu'il sera présent que sur les 2 premiers albums, celui-ci et puis Bosses pour ceux qui connaissent. Alors, voilà, le shoegaze, entre guillemets. Encore une fois, je dis entre guillemets parce que vous voyez bien qu'il y a des styles, au sein même de ce mouvement musical, je ne sais pas, il y a tout un tas de déclinaisons. Et bien ça va faire des petits dans les années 2010, et il semblerait qu'aujourd'hui le shoegaze, en tout cas l'influence de ces groupes des années 90, ça soit revendiqué par tout un tas de formations actuelles. Parmi lesquelles, et là on est plus du côté effectivement mur de son, avec un volume sonore en concert qui est tout à fait considérable, c'est A Place to Bury Strangers. Je vais vous proposer ici un live, puisque c'est là où ils donnent leur blend mesure. C'est un groupe de New York, états-unien. C'est la fameuse série, hein, je vous invite vivement à jeter un œil sur cette série, c'est les fameux Live at Levitation, qui est une salle de concert à Austin, au Texas, il me semble bien. Donc là, vous avez un live de 2023, A Place to Bury Strangers. Le groupe se forme dans les années 2010, il me semble, et il se trouve que j'ai la chance d'avoir effectivement dans la discothèque un 25 cm, un split 25 cm, un split EP, c'est-à-dire le disque est partagé par 2 groupes. Ça me permet d'évoquer un autre groupe. Le titre de A Place to Bury Strangers sur ce split maxi 45 tours, 25 cm, c'est Down the Stairs. Et puis sur l'autre face, le groupe dont je trouve là l'occasion de parler, eh bien c'est de Telescopes, c'est le groupe de Stephen Lawry, qui est formé à la fin des années 80, dont le premier album qui est Taste, que je ne peux pas vous présenter, je ne l'ai pas en vinyle, qui est souvent effectivement référencé dans le shoegaze, une grande influence sur le shoegaze, même si par la suite il y aura de nombreux albums enregistrés par Telescopes. Le seul membre permanent c'est Stephen Lawry, justement. Clairement les influences sont du côté du rock psychédélique, du rock allemand de la fin des années 60, début des années 70. Et puis, parmi les influences de Telescopes, donc il y a le Velvet Underground, bien sûr, et puis il y a les Stooges. Et bien, figurez-vous que sur ce split EP, les Telescopes reprennent le fameux titre des Stooges, I Wanna Be Your Dog. Superbe version, par ailleurs, et très dans un style shoegaze, justement, avec cette guitare saturée, et puis les voix un petit peu lointaines. Bref, superbe. Voilà, pour un exemple à évoquer sur les groupes actuels se revendiquant de l'influence du shoegaze des années 90. Et puis l'autre groupe, j'ai mis les vinyles un peu loin là, c'est Dive, dont la figure centrale est Zachary Cole Smith. C'est un musicien multi-instrumentiste, tourmenté, victime d'addictions multiples, dont il essaiera à plusieurs reprises de se sortir, qu'il évoque, ces expériences justement qu'il évoque dans ses textes, et qui lui se revendique beaucoup de l'influence, par exemple, entre autres, mais qui s'entendent bien sur ces 2 albums que je vais vous présenter. Il y en a 4 de Dive, c'est My Bloody Valentine, et pour s'en persuader, et bien justement c'est pourquoi j'ai choisi ces 2-là. J'ai les 3 premiers, je n'ai pas le dernier que je vais évoquer dans un instant. Donc Dive, Zachary Cole Smith, le premier Is Here, c'est un double album absolument magnifique, et effectivement l'influence de Kevin Shields de My Bloody Valentine, elle est dans la guitare, cette espèce de plissement que j'évoquais tout à l'heure, de ralentissement, et bien il le reprend ici sur cet album, qui sort en 2016, je crois, et puis surtout sur le suivant, superbe pochette, Deceiver, qui sort en 2019, qui est une pure merveille. Cette fois-ci, Zachary Cole Smith s'entoure d'autres musiciens qui vont participer plus activement à la composition des morceaux. Par exemple, jusque-là, c'est surtout un projet personnel.
Et puis ce groupe eh bien, a sorti un album cette année que je ne me suis pas encore procuré, c'est pourquoi je ne vous en parlerai pas, mais écoutez absolument This Year de Dive, qui s'écrit D-I-I-V. Alors, vous allez me dire, mais Vince, il y a plein d'autres groupes. Mais oui, bien sûr qu'il y a plein d'autres groupes que je n'ai pas forcément en vinyle, ou bien que je n'apprécie pas véritablement, donc je ne vous en parle pas, mais justement, dans les commentaires, je vous invite vivement eh bien, à partager vos albums, vos groupes, y compris pour la période des années 90. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres groupes. Moi, c'est ceux que j'ai connus à l'époque, que je suis pour certains allé voir en concert. Bien sûr, il y en a plein d'autres. J'attends de lire tout ce que vous avez à dire là-dessus. Allez, Vince, that's me, cares about you. À la prochaine sur Histoire de vinyle.